Geldiniz en français, bienvenue donc. Non, je l'ai mis à plus. Si? Bon, à la 9e conférence de ce programme sur les processus mémoriels en Europe et en Turquie. Nous avons commencé ce programme il y a déjà 2 ans avec comme partenaire le Mémorial de la Shoah, Anadolu Culture, l'Institut français et l'Université Paris 8. Je remercie à cette occasion Salt Galata qui nous reçoit pour la 3e fois dans ces murs. Peut-être devrais-je aussi rappeler ce que j'entends, ce qu'on entend quand on parle de politique ou de processus mémoriel. On entend qu'il s'agit d'un processus par lequel les mémoires individuelles ou familiales se transforment en mémoire d'abord collective et puis en mémoire publique. Quand je veux dire public, je veux dire que les instances publiques instaurent des lieux de mémoire, des commémorations, des jours de commémoration, des célébrations, et l'ensemble faisant une espèce de politique mémorielle. Cela se fait non pas naturellement, mais avec la pression de ceux qui recherchent la vérité historique ou ceux qui essayent de se rapprocher de la vérité historique. Ce sont bien entendu les chercheurs, les historiens, c'est aussi les membres de la société civile, les associations, les médias, les intellectuels, les artistes qui font pression, qui œuvrent pour ce rétablissement de la vérité historique, sachant que la vérité historique est elle-même une construction et qu'à ce titre, elle est sujette à des modifications, à des mutations dans la durée. Il est indispensable, peut-on penser, peut-être qu'on verra des exemples contraires, mais il semble tout à fait nécessaire de rétablir cette vérité historique ou d'essayer de se rapprocher de quelque chose qui ressemble à la vérité historique. Si on recherche après les massacres, après les tragédies, si on recherche la paix civile, la cohésion sociale, la réconciliation, ça ne peut se faire, me semble-t-il, qu'avec en sachant un peu ce qui s'est passé et les responsabilités, connaître un peu les responsabilités des uns et des autres. Le sujet qui nous retient aujourd'hui, ça sera les crimes de masse et la mémoire collective. Nous nous attarderons sur 2 cas. Le cas de la ville de Srebrenica qui a vécu des massacres, génocides, c'est selon Arnaud Derens nous dira, pendant la guerre de Yougoslavie, pendant le processus de dissolution de la Yougoslavie, et le 2e cas étant la ville de Dersim, sur lequel nous savons que ces massacres qui se sont déroulés dans les années 30 et sur lesquels restent encore des ombres considérables et dont va nous parler Shükrü Aslan. Il ne s'agit pas de comparer ces deux cas, sachant que la comparaison, je veux dire à terme, il ne s'agit pas de faire une comparaison comme ça de mot à mot, mais de les mettre de mettre ces 2 cas en résonance, de les mettre en perspective, sachant que les singularités, au contraire, se dévoileront, les particularités se dévoileront d'autant mieux. Jean-Arnaud Derens nous dira sa lecture des crimes de Srebrenica et de ce que devient la mémoire de ces crimes. Il est parfaitement qualifié pour nous en parler. Jean-Arnaud Derens est historien des Balkans et il est également journaliste. Il est le fondateur du Courrier des Balkans et le rédacteur en chef. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages qui se rapportent à ce sujet, dont Les Balkans, la crise, publié chez Gallimard en 2000, Comprendre les Balkans, c'était en 2007, et Le piège de Kosovo en 2006. Avant de lui céder la parole, je vous présente également Shükrü Aslan, qui enseigne à l'université Mimar Sinan au département de sociologie.
Il travaille sur l'immigration et les mouvements de population, et bien évidemment sur l'affaire de Dersim. Il a publié avec Moustapha Poyraz et Loïc Gandois Les quartiers populaires et la ville chez l'Harmattan en 2010. Et je cède la parole à Jean-Arnaud Derens. Bien, merci beaucoup. Merci Nora et merci à Salt Galata de nous accueillir pour cette discussion ce soir. Merci aussi à vous d'être venus si nombreux pour un sujet qui n'est pas, je pense, forcément tout à fait évident. Alors moi, je vais donc vous parler de Srebrenica. Je vais commencer bien sûr par rappeler un petit peu ce qui s'est passé pour que vous ayez les éléments de compréhension. Et ensuite, effectivement, j'essaierai d'apporter, peut-être pas des réponses, mais enfin en tout cas de rebondir sur les interrogations que mentionnait Nora Chény sur ces concepts importants mais très controversés de crimes de masse, de génocide, des mots qui sont parfois utiles mais qui peuvent aussi être parfois des pièges et entraver une véritable compréhension des processus. Je suis très content d'être avec Shukri Alslan pour entendre parler un petit peu de Dersim, parce que c'est quelque chose, je l'avoue, que je ne connaissais pas avant de venir. Donc je suis aussi très impatient d'entendre sa communication et j'espère que nous pourrons discuter, enfin avoir des éclairages qui se rejoignent. Tout d'abord, je crois qu'il est important de rappeler un petit peu de quoi je vais vous parler, parce que je ne suis pas sûr que l'histoire de Srebrenica soit claire, présente dans les têtes de tout le monde. Srebrenica, pour le présenter, c'est une petite ville de l'est de la Bosnie-Herzégovine. Donc vous la voyez sur la carte tout à l'est, près de la Serbie, dans la petite avancée là, au milieu à peu près de la Bosnie-Herzégovine, à une quinzaine de kilomètres des frontières de la Serbie. Cette ville est une ville qui est peuplée, qui est connue depuis l'Antiquité, parce que c'est une ville qui se trouve au cœur d'une région de mines, des mines d'or, d'argent, de cuivre. Le nom même de la ville, Srebrenica, dans les langues sud-slaves, cela veut dire la ville de l'argent. L'argent, c'est Srebro, donc Srebrenica, c'est la ville de l'argent. Ces mines ont été exploitées par les Romains, elles ont été exploitées par l'Empire ottoman, et elles ont été exploitées aussi, bien sûr, à l'époque de la Yougoslavie. Dans cette ville, il vivait, avant la guerre, 37 000 personnes, à peu près pour moitié des bosniaques musulmans et pour moitié des Serbes. Il y avait aussi un petit peu de Croates, mais très peu nombreux à Srebrenica. La population de Srebrenica, je dirais, était à l'image de celle de la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire qu'elle vivait dans un État fédéral qui s'appelait la République socialiste fédérative de Yougoslavie, un État dont personne n'imaginait encore, dans les années 80 par exemple, qu'il était promis à l'éclatement. Les processus qui se sont mis en place au tournant des années 80 et 90, cette dynamique d'éclatement de la Yougoslavie, ont surpris les habitants de ce pays eux-mêmes. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'éclatement de la Yougoslavie, ça serait un long sujet, mais il faut bien comprendre à quel point tous les habitants de ce pays ont été frappés d'étonnement devant la disparition si soudaine de leur pays, d'un pays auquel ils étaient pour la plupart attachés. Cet étonnement, cette stupéfaction qui a saisi tous les habitants de la Yougoslavie, et particulièrement ceux de la Bosnie-Herzégovine, est un point important à souligner. En Bosnie, vous le savez certainement, vivaient avant la guerre 3 communautés, donc je les ai citées, les bosniaques musulmans, donc issus des populations slaves locales qui se sont convertis à l'islam au cours des longs siècles de présence ottomane, les Serbes de tradition orthodoxe et les Croates de tradition catholique. Les Bosniaques, c'était à peu près 43%, les Serbes 33% et les Croates 17%. Si vous additionnez, vous n'avez pas le compte, ça ne fait pas 100%, parce qu'il y avait aussi dans toute la Bosnie-Herzégovine beaucoup de gens qui refusaient ou qui ne pouvaient pas entrer dans ce type de catégorisation nationale. Pour plusieurs raisons, des gens qui ne voulaient pas se reconnaître d'une communauté plus que d'une autre, qui se disaient par exemple yougoslaves, ou bien des gens qui étaient aussi issus tout simplement de ce que l'on appelait des mariages mixtes. Si vous avez un père serbe par exemple et une mère croate, qui êtes-vous? La réponse n'est absolument pas évidente. Puisque l'on va parler de nettoyage ethnique, de massacre ethnique, puisque l'on a beaucoup parlé de guerre interethnique, ce terme d'ethnicité est un terme très compliqué. C'est, je dirais, par essence, par excellence,
le mot piège, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a les anthropologues qui peuvent dire beaucoup de choses à ce sujet. Il y a les médias qui utilisent très souvent ce terme de manière peut-être un petit peu abusive dans beaucoup de contextes différents. Un point qu'il faut tout de même rappeler, c'est que toutes ces populations de la Bosnie-Herzégovine parlaient et parlent toujours la même langue. La différence, le marqueur différentiel, c'était la tradition d'appartenance à une communauté religieuse ou à une autre. Je dis bien la tradition d'appartenance. Les gens ensuite étaient croyants, pratiquants ou pas. Mais beaucoup de gens s'inscrivaient dans une tradition ou dans une autre. Par contre, les gens parlaient la même langue et les gens avaient aussi le sentiment d'un vécu commun très important. Ils soutenaient les mêmes équipes de football, ils avaient les mêmes références culturelles, ils avaient fait leur service militaire ensemble, ils avaient tout ce qui fait, a priori, une vie sociale commune. Quand la guerre a commencé, brusquement, donc l'État commun s'était effondré et en Bosnie-Herzégovine, comme dans les autres républiques, étaient apparus des partis nationalistes. Ces partis nationalistes ont pu recueillir des voix, les voix des électeurs lors des premières élections pluripartites en 1991, non pas en disant c'est super, on va faire la guerre, on va aller tuer nos voisins. Non, ça personne ne l'a dit. Le discours des trois partis nationalistes de Bosnie-Herzégovine était un discours de peur. Il consistait à dire, nous bien sûr, nous sommes des gens pacifiques, mais attention, l'autre communauté ou les autres communautés, elles, sont animées d'intentions belliqueuses. Il faut donc que nous nous comptions, que nous nous regroupions. Il faut que nous, les Bosniaques, ou nous, les Serbes, ou nous, les Croates, nous votions pour le parti qui nous représente de manière à être forts et à pouvoir faire entendre leur voix. J'insiste là-dessus parce que cela veut dire que beaucoup de gens ont voté pour ces partis, mais voter pour ces partis ne voulait pas dire vouloir ni la guerre, ni l'éclatement du pays. Les choses étaient un petit peu différentes et le moteur premier de la mobilisation nationaliste, c'est un point très important et je crois assez universel, c'est la peur. C'est pas l'exaltation, on est les plus forts, on va partir la fleur au fusil, comme on le dit en français, mais beaucoup plus, attention, les autres sont en train de s'armer, les autres nous menacent. Il faut donc commencer déjà à penser à se défendre. Dans la région de la Bosnie orientale, de la Bosnie de l'Est, où se trouve Srebrenica, les deux communautés principales étaient les Bosniaques et les Serbes, un petit peu partout dans cette région. Les Croates vivaient plutôt dans d'autres parties de la Bosnie-Herzégovine. Et dans beaucoup de communes, ce sont les partis nationalistes serbes qui l'ont emporté, qui contrôlaient les appareils municipaux, les communes, les mairies. Sauf dans quelques villes comme Srebrenica, où c'était au contraire les partis bosniaques qui étaient dominants. Dans toutes les communes de la région, les partis nationalistes serbes se préparaient à la guerre. Il y avait des appareils nationalistes, des appareils idéologiques, des appareils politiques et également des appareils opérationnels et militaires qui pensaient que si la Bosnie proclame son indépendance, le conflit sera indispensable. La Bosnie-Herzégovine a organisé un référendum sur son indépendance les 29 février et 1er mars 1992. Le 6 avril, elle a proclamé son indépendance qui a été immédiatement reconnue par la communauté des nations, on va dire. Mais au moment même où la Bosnie-Herzégovine était reconnue comme État indépendant, la guerre commençait et elle commençait tout particulièrement... elle commençait de deux manières. Elle a commencé de manière très symbolique à Sarajevo par des snipers qui ont ouvert le feu sur une manifestation pacifiste, sur une manifestation anti-guerre. Et puis elle a commencé dans la Bosnie orientale, où très vite ont été commis les premiers massacres perpétrés par les nationalistes serbes. Le mécanisme était à peu près toujours le suivant. Dans la plupart des communes de la région, ces forces nationalistes serbes, j'insiste, pas tous les Serbes, pas les citoyens serbes normaux, les appareils politiques nationalistes ont demandé aux autres communautés, donc en l'occurrence aux Bosniaques, de rendre leurs armes, en disant si vous rendez vos armes, vous n'aurez pas d'ennui. Dans beaucoup de cas, ils ont accepté de le faire. À Srebrenica, ils ont refusé. Mais là où ils ont accepté de le faire, à Bijeljina, à Zvornik, à Visegrad, dans la plupart des villes de cette région, immédiatement, des massacres, des exactions, des crimes ont commencé. Alors des crimes de trois natures. Tout d'abord, une bonne partie de la population bosniaque a été immédiatement, très rapidement, soit expulsée, soit parquée dans des sortes de ghettos. Les élites
intellectuels, politiques, économiques ont été particulièrement visés, notamment par des politiques d'élimination physique ou de mise dans des centres de détention improvisés. Il y a eu également dans un certain nombre d'endroits, pas partout, mais tout de même dans un nombre significatif d'endroits, des politiques spécifiques de mise en détention des femmes avec l'utilisation, le recours à des pratiques de viol de masse. Mais dans d'autres communes, comme Srebrenica, ou un petit peu plus au sud, Goražde, où la population et les dirigeants nationalistes bosniaques, les leaders, si vous voulez, de ces communes avaient refusé de rendre leurs armes, on a basculé tout de suite dans une situation, non pas de nettoyage ethnique, mais véritablement de combat. Alors, le 17 avril, des unités nationalistes serbes rentrent dans la ville de Srebrenica. La population se réfugie plus dans les zones de montagne. Quelques combattants restent d'ailleurs très près dans le centre-ville, enfin tout près du centre-ville. Et ces quelques combattants initiaux vont peu à peu tendre des embuscades et parvenir à libérer assez rapidement la plus grande partie du territoire de la commune, c'est-à-dire la ville même de Srebrenica, mais également une partie du territoire de la commune. Le territoire de la commune, avec beaucoup de villages, était très étendu dans le cas de Srebrenica, et une partie assez importante du territoire de la commune se retrouve donc dès le printemps 92 sous contrôle de la défense locale bosniaque, mais dans une situation d'enclave. D'enclave puisque cette zone est entièrement encerclée par les unités militaires des nationalistes serbes de Bosnie-Herzégovine. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, Srebrenica va connaître une histoire très difficile qui est celle d'un assiègement, d'un siège, d'un encerclement qui va durer plus de 3 ans. C'était le cas d'autres endroits en Bosnie-Herzégovine, mais par exemple à Sarajevo, la capitale, la ville était certes assiégée, mais assez vite il y a eu un pont aérien des Nations Unies qui permettait d'évacuer des blessés, qui permettait d'acheminer de l'aide humanitaire, qui permettait d'acheminer des médicaments, qui permettait aussi de manière un petit peu plus discrète d'acheminer des armes, tandis qu'à Srebrenica, tout était bien sûr infiniment plus difficile. Ce qui veut dire que durant ces 3 années, la question numéro 1 à Srebrenica était celle de la survie, de qu'est-ce que l'on va manger. Dans cette enclave, les gens se débrouillaient pour avoir quelques poules ou un peu de jardin. Ils faisaient également, bien sûr, un petit peu de business avec les assiégeants serbes, parce qu'une guerre, quand elle s'inscrit dans la longue durée, c'est pas seulement des tirs en permanence, c'est aussi des échanges. On peut trouver un petit peu surprenant, mais ça c'est la réalité de toutes les guerres, des échanges avec les gens d'en face, des échanges contre argent ou contre d'autres services, en sachant néanmoins que à Srebrenica vivaient à peu près de manière constante près de 40 000 personnes. Alors j'ai dit 37 000 personnes avant la guerre, il faut donc à peu près la moitié de Serbes. Ceux-ci avaient quitté la ville, ce qui nous ramènerait à 18-19 000 personnes. Mais sur ces 18-19 000 bosniaques, pas mal d'entre eux avaient quitté la ville dès le début de la guerre. Certains, par exemple, dans beaucoup de familles, le mari était resté dans l'idée de défendre la maison en se débrouillant pour que la femme et les enfants puissent partir dans des zones plus sûres ou bien, idéalement, à l'étranger. 40 000 personnes, cela veut dire par contre que beaucoup de réfugiés des zones des alentours étaient arrivés, avaient afflué à Srebrenica. C'est donc une population très importante qui a vécu dans ces conditions sur un territoire très exigu. Durant toute cette période, le front de Srebrenica est resté par ailleurs un front actif. C'est-à-dire que les gens de Srebrenica combattaient et menaient également des opérations contre les assiégeants serbes. Alors des opérations, on va dire, de défense, naturellement, mais ces opérations, c'était aussi parfois pour aller faire des razzias, pour voler, pour prendre du bétail dans les villages serbes des alentours. Et les hommes de Nasser Oric, le dirigeant de la défense de Srebrenica, ont très vite commis des exactions. Quand ces combattants de Srebrenica arrivaient dans un village serbe, ils ne se contentaient pas de prendre les vaches. Généralement, les paysans serbes qui étaient là se trouvaient également tués d'une manière ou d'une autre. Dans le même temps, l'enclave était en permanence bombardée. Pour rappeler ce qu'était le quotidien de cette enclave, j'ai envie juste de citer une date qui est le 12 avril 1993, un moment d'accalmie, de trêve, où la journée semblait un peu tranquille.
Et du coup, les gens étaient sortis, s'étaient rassemblés sur le terrain de foot, certains pour jouer au football, d'autres pour regarder. Et là, il y a eu des bombardements qui ont fait plus de 70 victimes, principalement des jeunes, des gamins. La réalité de la vie de l'enclave durant ces 3 ans, c'était cela. Avec en plus un élément particulier qui est intervenu au printemps 93, justement. Le général français Morillon, qui commandait les casques bleus de l'ONU dans toute la Bosnie-Herzégovine, commandait ce qu'on appelle donc l'UNPROFOR, ou la FOR-PRONU en français. Ce général Morillon arrive en tournée d'inspection, on va dire, à Srebrenica, où la situation est particulièrement mauvaise. Et il n'a rien à dire aux gens de Srebrenica, il n'a rien à leur proposer, ni en termes d'amélioration de leur situation humanitaire, ni en termes d'amélioration de la sécurité. Les réunions à la mairie se passent mal, et quand il en ressort, le général français est pris en otage par les femmes de Srebrenica, qui lui disent « Écoute général, tu es venu, tu as vu comment on vit, soit tu trouves une solution, soit on ne te laisse pas partir. » Et là, Morillon a dû improviser, et il a planté le drapeau des Nations Unies sur la mairie de Srebrenica. Alors pour comprendre ce geste et sa symbolique, il faut rappeler qu'était déployée en Bosnie-Herzégovine une mission de casque bleu, donc l'UNPROFOR, qui était une mission de maintien de la paix. Elle était là en fonction d'une résolution des Nations Unies qui s'appliquait en théorie au départ à la guerre de Croatie, après la conclusion d'un cessez-le-feu. Et donc, la mission des casques bleus en Bosnie était totalement inadaptée à la situation, puisqu'ils devaient maintenir la paix dans un pays en train de sombrer dans la guerre, ce qui n'est bien sûr pas très pratique. Les casques bleus ne pouvaient pas tirer sur les belligérants, quels qu'ils soient, ils pouvaient simplement observer ce qui se passait, et la seule règle normalement admise était qu'on ne tirait pas sur les casques bleus. En plantant le drapeau des Nations Unies sur la mairie de Srebrenica, Morillon disait, voilà, c'est pas seulement les positions des casques bleus qui sont protégées, c'est toute la commune, toute l'enclave. Quand il a fait ce geste pour essayer pour pouvoir sortir de Srebrenica et pour pouvoir satisfaire les femmes, mais il s'est bien évidemment fait sérieusement engueuler, si vous me passez l'expression, par ses supérieurs hiérarchiques. À New York, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce général? Qu'est-ce que c'est qu'une zone de sécurité? Il a fallu inventer un concept qui a été créé de manière, je dirais, tout à fait improvisée. Il y a eu des négociations ensuite qui ont commencé, les Serbes ont accepté de discuter en disant, bon, ok, on va faire une zone de sécurité, mais nous avons nos conditions, bien sûr, et ces conditions étaient que les défenseurs de Srebrenica rendent une bonne partie de leurs armes. Bien sûr, ils n'ont pas tout rendu, ils ont gardé, ils ont caché une partie des armes, néanmoins, ils ont donné une partie de leur arsenal. En contrepartie, la présence des casques bleus a été renforcée à Srebrenica, ces casques bleus devant assurer la sécurité de l'enclave. Malgré cette présence, les escarmouches, les combats ont continué durant les 2 années à venir, les deux années suivantes, et au début du mois de juillet 1995, la situation brusquement a empiré. Le 7 juillet, une grande offensive serbe a commencé sur Srebrenica. Alors, pourquoi l'offensive à ce moment-là? Il y a plusieurs éléments d'explication. Et il n'y a pas de réponse définitive. Parmi les éléments d'explication, il y a le fait que tout le monde savait très bien que la guerre était en train de se rapprocher de sa fin, de son terme. Les États-Unis, qui étaient restés très discrets au début de la guerre, en disant c'est l'affaire des Européens, c'est à eux de se débrouiller, les États-Unis avaient fait un tournant majeur à partir de 1994 en poussant les Bosniaques et les Croates à surmonter leurs différends et à s'unir. De plus, les Américains avaient apporté un soutien logistique et de renseignement très important aux armées croates et bosniaques, ce qui a commencé à changer le rapport de force militaire. Donc dans ces conditions-là, tout le monde savait bien que la guerre s'approchait de sa fin. Il y avait bien sûr en permanence des discussions, des négociations, mais des négociations qui ne donnaient aucun résultat depuis des années. À côté des négociations officielles, il y avait aussi des négociations plus discrètes, officieuse, où l'on envisageait tous les scénarios. Et l'idée se faisait jour que la paix à venir serait basée sur un partage territorial. Partage territorial d'un pays où, je le rappelle, toutes les communautés avant la guerre vivaient ensemble. Il n'y avait pas de zone ethniquement homogène ou de toutes petites zones, des villages, mais il n'y avait pas de grands secteurs ethniquement homogènes dans toute la Bosnie-Herzégovine, à quelques rares exceptions près.
Donc l'idée se faisait jour que la paix reposerait sur un partage territorial et donc nécessairement sur des déplacements et des échanges de population. Et dans ce contexte-là, il est évident que les 3 enclaves de Bosnie orientale embêtaient tout le monde. C'était les petits cailloux dans la chaussure. Les 3 enclaves, c'était Srebrenica, un petit peu plus au sud, une toute petite bourgade qui s'appelle Jepa, et un peu plus au sud, la ville de Goražde. Sarajevo, le gouvernement de Sarajevo lui-même était bien conscient que peut-être s'il n'était pas possible de continuer à revendiquer la défense de ces enclaves. Et des pourparlers très discrets avaient lieu sur des hypothèses d'échange. Par exemple, la levée du siège de Sarajevo contre un abandon des enclaves. Ce que je vous dis n'a jamais été confirmé de manière certaine. Il n'y a pas de source. On est dans des discussions. Alors il y a des témoins qui disent des choses. Mais il n'y a pas de document qui dirait qu'au début de l'année 95, on s'apprêtait à signer quelque chose de ce genre. Ces documents-là ne sont pas connus. Je ne sais pas s'ils existent. Par contre, ce qui est un petit peu surprenant, c'est que au printemps 95, le gouvernement de Sarajevo avait rappelé à Sarajevo le chef de la défense de Srebrenica, Nasser Orić, mais également la plupart des officiers de la défense. Comme si Sarajevo tenait à ce que Srebrenica ne soit pas très bien défendu en cas d'une éventuelle attaque qui s'est confirmée le 7 juillet. Alors l'attaque du 7 juillet est énorme, massive. Les casques bleus hollandais ne peuvent pas faire grand-chose. Ils essayent dans un premier temps de voir ce qui se passe, et puis surtout, comme n'importe quel militaire du monde, ils en réfèrent à leur supérieur hiérarchique. En l'occurrence, au général français qui, à l'époque, commandait la Fort-Pronu, le général Janvier. Morillon était parti. C'était un autre général français qui était le grand chef de l'UNPROFOR. Et les casques bleus hollandais disaient, voilà, on est submergé par une intrusion très forte. Par rapport à notre mandat, on a le droit de demander un appui aérien, l'appui d'avions qui auraient fait des frappes pour bloquer l'avancée des Serbes. Le général Janvier a toujours refusé d'accorder ces frappes qui auraient peut-être permis de stopper l'offensive. Les casques bleus hollandais ont été beaucoup critiqués par la suite parce qu'ils n'ont pas pu ou pas su défendre Srebrenica. Je tiens à dire qu'à mes yeux, ils n'étaient pas en mesure de le faire et que la principale responsabilité, comme dans n'importe quelle armée d'ailleurs, elle se trouve aux échelons supérieurs de la hiérarchie, donc concrètement du côté du général Janvier, général français qui donc prenait ses ordres, je dirais, de 2 côtés, d'une part à Paris et d'autre part à New York, puisqu'il était général d'une mission des Nations Unies. Et des 2 côtés, il n'y a pas eu volonté d'intervenir, de donner un feu vert pour prendre des mesures radicales qui auraient peut-être permis de stopper les choses. Donc en tout cas, cette décision n'intervient jamais, les casques bleus hollandais sont obligés de se replier, et en quelques jours, tout se passe en 3 jours, la population de Srebrenica se replie pour l'essentiel autour de la base des casques bleus, dans un petit village à 7-8 km de Srebrenica qui s'appelle Potocari, où là, règne un climat de panique, de chaos total. Il y a près de 40 000 personnes qui sont là, demander mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui arrive. Le 10 juillet au soir, le maire de la ville et plusieurs officiels prennent une décision importante qui est celle de former une colonne pour tenter de franchir les lignes serbes et d'arriver du côté de Tuzla en secteur contrôlé par l'armée de Sarajevo. C'est à peu près une marche de 50 à 60 km dans la montagne. La colonne va partir, donc dans la colonne il y a majoritairement des hommes, mais il y a aussi des femmes, il y a même des blessés qui prennent ce chemin. Très vite, par contre, la colonne tombe dans des embuscades, éclate en plusieurs petits groupes, et pas mal de ces petits groupes seront tués dans leur marche, même si la grande majorité de ceux qui sont partis dans la colonne vont effectivement réussir à atteindre les lignes bosniaques. Par contre, ceux qui restent vont faire l'objet d'un tri. Un tri, donc là, le 11 juillet, arrive le général Ratko Mladic, qui est le général en chef des forces serbes de Bosnie-Herzégovine et qui va en personne superviser le tri entre d'un côté les femmes et les enfants, de l'autre les hommes. Alors hommes, ça s'entend individus du sexe masculin âgés de 16 à 60 ans. Les personnes plus âgées et les enfants plus jeunes vont être a priori épargnés. Les femmes, les enfants et les vieux sont mis dans des autobus, dans des autocars et envoyés vers les lignes bosniaques.
pour le coup, il y a eu bien sûr, il y a eu quelques dérapages. Il y a des gamins de 15 ans qui ont été tués par la suite, ou des vieux de 65 ans. Mais globalement, ce tri a été correctement fait, et les gens qui ont été mis dans les bus sont effectivement arrivés dans les lignes de l'autre côté, derrière les lignes bosniaques. Par contre, tous les hommes donc de 16 à 60 ans qui restaient, eux, ont été fusillés en quelques jours à Srebrenica même, à Potocari et dans les environs très proches, dans un rayon d'une vingtaine ou d'une trentaine de kilomètres, à Vlasenica, à Zvornik, dans tous ces endroits, Nova Kasaba, tous ces endroits autour de Srebrenica. Ces deux aspects sont des aspects que je viens d'évoquer, sont des aspects très importants qui méritent plusieurs commentaires et plusieurs réflexions. Première chose, durant toute la période, les 3 années de guerre, vous avez eu un grand nombre d'exactions, de massacres, de crimes de guerre, dont certains sont tout à fait assimilables à des crimes contre l'humanité, notamment quand vous tuez délibérément des civils, crimes, et j'insiste là-dessus, qui ont été commis par les deux camps. Bien sûr, on peut penser moralement, il y avait des gens qui se défendaient et des gens qui attaquaient, ça, on a tout à fait le droit de le penser, mais si l'on examine les crimes commis, il y a eu aussi d'évidents crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les gens qui défendaient Srebrenica. Donc des crimes commis par les deux camps. Autre point, avec ce qui se passe le 11 juillet, on bascule dans quelque chose de tout à fait différent. Parce qu'il s'agit de l'exécution en quelques jours, donc, de disons, de plus de 8000 hommes. On est donc sur quelque chose d'une nature différente. Autre point qu'il faut souligner, l'organisation d'un tel massacre n'est pas quelque chose de simple. Cela demande une logistique. Une logistique pour évacuer les enfants, les femmes et les vieillards. Il fallait que les bus soient là. Il y a eu une noria de bus, ils ont tourné, mais il y avait tout de même des centaines d'autobus qui ont été mobilisés. Donc une telle chose se prépare. Et puis même, fusiller 8000 personnes, c'est pas simple. Ça demande beaucoup de choses. Ça demande des pelleteuses pour ouvrir les fosses communes. Ça demande que des bataillons d'exécuteurs soient prévus. Il y a une logistique du massacre qui est un point très important et qui, bien évidemment, a été mis en avant dans tous les débats ultérieurs, notamment les débats juridiques, sur la nature de ce qui s'est passé à Srebrenica. Notamment parce que cette logistique, une des grandes questions qui se posent, est-ce qu'elle a été fournie par les Serbes de Bosnie ou est-ce qu'ils ont eu le soutien du pays voisin, en l'occurrence de la Serbie, pour pouvoir disposer d'une telle logistique? Autre point qu'il faut souligner, il est incontestable que l'exécution systématique a concerné les hommes. Il y a eu, je l'ai dit, donc beaucoup de crimes qui ont été commis à d'autres moments de la guerre contre les femmes ou les enfants. Rien qu'à Sarajevo, il y a eu des milliers d'enfants qui ont été tués par les snipers ou les bombardements. 2 ou 3 000 enfants au moins. Mais là, on est sur quelque chose où il est clair que ce sont les hommes qui ont été systématiquement exécutés et qu'il n'y a pas eu tellement de bavures, il n'y a pas eu tellement d'erreurs. Alors, et ça sera mon second grand point, comment est-ce que la justice a procédé par rapport à tout cela? La justice, c'était quoi? La justice, c'était, a priori, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, tribunal créé en avril 1993, juridiction nouvelle, inédite, devant créer un précédent dans le droit international. C'est la première fois qu'un tribunal international, donc réputé neutre, va juger des crimes de guerre d'une guerre qui n'est pas terminée. Généralement, les crimes de guerre sont jugés après les guerres et sont souvent jugés par les vainqueurs. Là, il y a l'idée, ce ne sera pas les vainqueurs qui vont juger, le tribunal sera neutre et il va commencer son travail alors même que la guerre se poursuit toujours. Et le tribunal a commencé à inculper des gens alors que les combats se poursuivaient. La création de ce tribunal, pour beaucoup de gens, est cependant perçue comme un signe manifeste de la mauvaise conscience de ce que l'on va appeler l'Occident, et tout particulièrement de l'Union européenne, qui n'avait pas été capable d'empêcher ou d'arrêter cette guerre qui se déroulait au plein cœur de l'Europe, et qui, du coup, pour se racheter, disons, une légitimité morale, a créé cet instrument juridique. Le TPI a inculpé plusieurs personnes.
pour Srebrenica plusieurs personnes au titre du génocide. Parmi les personnes inculpées, il y a notamment l'ancien président yougoslave Slobodan Milošević, qui a été arrêté en 2001, transféré devant le tribunal basé à La Haye, aux Pays-Bas, et dont le procès s'est ouvert le 12 février 2002. Slobodan Milošević devait répondre, entre autres accusations, du crime de génocide, le cas de Srebrenica étant cité dans l'acte d'accusation. Lors de l'ouverture de ce procès, la procureure générale du tribunal à l'époque, Carla Del Ponte, a dit que le tribunal devait écrire l'histoire. Et je me souviens que c'est une déclaration qui, moi, en tant à la fois que journaliste et historien, m'avait un petit peu surpris, m'avait posé problème. Parce que le tribunal doit juger des individus. Il ne porte pas de jugement de valeur, il ne porte pas de jugement politique, il ne porte pas de jugement moraux. Il juge la responsabilité criminelle de M. X ou de M. Y, ce qui ne revient pas à écrire l'histoire. Que le jugement, que le procès de M. X ou de M. Y offre un matériau que les historiens vont pouvoir utiliser, c'est une chose, mais dire à des juges qu'ils vont écrire l'histoire, je pense que c'est un petit peu dangereux, ça relève un petit peu de la confusion des genres. En tout cas, parti comme cela, le procès Milošević s'est très vite enlisé dans la procédure, n'a pas pu aboutir, et en mars 2006, l'accusé est mort. Comme ce procès était un procès comparable à n'importe quel procès pénal, quand l'accusé meurt, la procédure s'éteint, et comme tout accusé est réputé innocent tant qu'il n'a pas été reconnu coupable, l'accusé meurt innocent. Donc d'un point de vue juridique, Milošević est mort innocent puisqu'il n'a pas été reconnu coupable. Je parle bien sûr d'un point de vue juridique, je ne parle pas encore une fois de jugement historique ou de jugement politique. Par ailleurs, les autres personnes qui ont été inculpées pour Srebrenica ont été, elles, condamnées, notamment deux généraux serbes, le général Radoslav Krstić et le général Tolimir, Zdravko Tolimir. Ce dernier a eu son procès en appel qui s'est conclu juste il y a un mois, le 9 avril. Ces deux généraux ont été condamnés à de lourdes peines, respectivement 35 et 40 ans de prison, mais dans leur condamnation, le terme de génocide n'apparaît pas. Il faut le souligner. Autre dimension juridique, judiciaire, la Cour pénale internationale. Alors la Cour pénale internationale, ce n'est pas du tout la même chose que les TPI. La Cour pénale internationale est saisie par des États qui portent plainte contre d'autres États. En l'occurrence, la Bosnie-Herzégovine avait porté plainte contre la Serbie, l'accusant de génocide. Et en février 2006, la Cour pénale a rendu son avis. Et ce verdict de la Cour pénale est très intéressant, puisqu'il dit deux choses. Il dit d'une part, il déboute la Bosnie-Herzégovine. Il dit que la plainte n'est pas recevable et la Serbie n'est pas responsable d'un éventuel génocide qui aurait été commis à Srebrenica. Mais dans le même temps, les attendus de ce verdict reconnaissent pour la première fois qu'il y a eu des actes de caractère génocidaire commis à Srebrenica. Donc si vous voulez, pour résumer l'avis de la Cour, oui, il y a eu des actes de caractère génocidaire, mais non, rien ne permet de prouver que c'est la Serbie qui en est responsable. Donc c'est une victoire, une demi-victoire si vous voulez, ou une demi-défaite pour la Bosnie, puisqu'elle est déboutée de sa plainte, mais en même temps, pour la première fois, on parle de génocide dans le cas de Srebrenica. Autre procédure judiciaire très importante, les familles des victimes, des survivants, les survivants ont porté plainte contre l'État hollandais pour la non-assistance à personnes en danger et le fait que les casques bleus hollandais n'avaient pas rempli leur mandat de protection. Cette procédure a été ouverte en 2007, après que la Cour pénale ait reconnu la réalité de faits à caractère génocidaire, ce qui était la condition pour lancer cette démarche juridique contre l'État néerlandais. Et la plainte, il y a un an à peu près, a été reconnue comme étant acceptable. Donc maintenant, la procédure va suivre son cours et pourrait déboucher notamment sur des compensations pour les familles des victimes. Alors, ça, c'est la dimension judiciaire, ce qui est un élément bien sûr important, mais qui n'épuise pas du tout l'autre dimension essentielle qui est comment les sociétés réagissent à ces phénomènes et comment comprendre les événements de Srebrenica dans la problématique qui est la nôtre. Je crois que ce terme de génocide a au moins une qualité dans le contexte, dans l'affaire qui nous intéresse. La qualité de ce terme, c'est de reconnaître qu'il s'est passé à Srebrenica quelque chose d'exceptionnel.
et de toutes les guerres yougoslaves, la guerre de Croatie, la guerre de Bosnie-Herzégovine, la guerre du Kosovo, seul le massacre du 11 juillet 1995 à Srebrenica a été reconnu comme étant de nature génocidaire. Il y a, dans les Balkans, mais un petit peu partout, il y a une tendance, je crois, un petit peu fâcheuse à abuser de ce terme de génocide, à l'utiliser dans beaucoup de contextes. On en a parlé au Kosovo ou ailleurs, mais il n'y a, d'un point de vue de la définition juridique du génocide, rien qui permette d'utiliser ce terme en dehors du fait spécifique de ce qui a été commis à Srebrenica le 11 juillet. Les autres massacres, les autres crimes de guerre qui ont été commis durant les 3 années ne sont pas concernés par cette définition. Ces autres crimes de guerre ont fait l'objet de jugements, notamment Nasser Oric, le commandant de la défense de Srebrenica, a également été inculpé par le TPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre les civils serbes. Alors, il a été finalement, il a été relaxé en appel. Le tribunal ne reconnaissant pas sa responsabilité dans les crimes qui ont été commis, mais le tribunal a pourtant reconnu la réalité de ces crimes commis contre les civils serbes. Des crimes bien réels, mais qui pour autant ne sont pas un génocide. Donc je pense que ce terme de génocide a cet intérêt de marquer la spécificité de ce qui s'est passé à Srebrenica. Dans le même temps, ce terme a toujours été contesté. Il a été contesté de beaucoup de côtés. Il a été contesté, par exemple, par nombre d'organisations de la communauté juive à l'échelle internationale qui disent non, ce n'est pas possible. Srebrenica, le terme de génocide est réservé à la Shoah et ne peut pas être appliqué à Srebrenica, avec des arguments qui ne sont pas forcément des arguments sans fondement, notamment le fait que les femmes et les enfants ont été globalement épargnés, que le massacre systématique n'a concerné que les hommes. C'est un point très important dans le contre-argumentaire développé par ces organisations juives notamment. En Serbie et dans l'entité serbe de la Bosnie-Herzégovine actuelle, on reconnaît aujourd'hui qu'il y a eu massacre à Srebrenica. Et les plus hautes autorités, les présidents serbes successifs, ont présenté leurs excuses pour les massacres commis à Srebrenica. L'ancien président Boris Tadic s'est même rendu aux commémorations du massacre de Srebrenica il y a quelques années. De manière un peu plus inattendue, il y a 3 semaines, j'étais à Srebrenica à ce moment-là, le président de la Republika Srpska, l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik, est pour la première fois venu déposer une gerbe dans le mémorial de Potocari où sont enterrées les victimes identifiées du massacre de Srebrenica. Donc il y a du côté des officiels serbes reconnaissance d'un massacre, des excuses ont été présentées pour ce massacre, mais pour eux il n'est pas question de parler de génocide. Il y a eu des massacres, la guerre est toujours un grand malheur, il y a des crimes qui sont commis dans les guerres, celui-ci est peut-être un crime plus important que d'autres, mais il ne s'agit pas d'un génocide, et les officiels serbes excluent toujours d'utiliser le terme de génocide. Il y a ensuite 2 logiques discursives qui se sont mises en place. Du côté serbe, on insiste beaucoup sur le fait qu'il y a eu aussi des massacres commis contre la population civile serbe. Là, on est à Potocari. Potocari, c'est cet endroit, donc à moins de 10 km de Srebrenica, où chaque année, le 11 juillet, a lieu une grande cérémonie commémorative. On enterre les victimes identifiées, les nouvelles victimes identifiées, puisque tous ces gens qui ont été fusillés sont peu à peu identifiés. Des fosses communes sont découvertes. Alors on pense aujourd'hui que la plupart des grandes fosses communes ont déjà été découvertes, mais en même temps, il y en a une, pas très importante, mais tout de même, qui a été découverte hier, à Zvornik. Donc il y a encore, bien sûr, des fosses communes qui ne sont pas connues, même si la majorité ont été fouillées. Et les gens qui sont dans les fosses communes sont ensuite identifiés dans un centre spécifique basé à Tuzla, où grâce aux méthodes ADN, on identifie les restes des victimes, et que ces restes identifiés sont enterrés le 11 juillet. Et c'est donc une grande cérémonie, il y a une jenaz, une cérémonie religieuse, et les autorités politiques, mais également disons un grand nombre de personnalités mondiales viennent tous les ans à Srebrenica. C'est une sorte, comment dire, de grand rassemblement où il est de bon ton d'être vu. Cette année, pour les 20 ans, il y aura les époux Clinton. Monsieur et madame ont déjà annoncé qu'ils seront présents à Srebrenica.
Ces commémorations tiennent à la fois donc de l'événement mémoriel, de la douleur des familles, de la cérémonie religieuse et d'une sorte de raout un petit peu jet set où il faut absolument aller montrer le bout de son nez. Je suis cynique, mais malheureusement, c'est ça très largement cet aspect-là. Mais à côté de Potocari, à même pas 10 kilomètres, vous avez un autre lieu de mémoire qui est la grande croix érigée pour les victimes serbes. Alors, selon les chiffres admis, mais qui sont des chiffres toujours provisoires, vous avez du côté bosniaque 8372 morts et du côté serbe 3267, ce qui n'est pas négligeable. Donc, sur la base de ces chiffres-là, vous pouvez dire, ok, oui, c'est un peu moins de 3 fois plus pour les bosniaques, mais si on parle de crimes, il y a eu des crimes commis des deux côtés. Entre 8267 et 2372, finalement, il n'y a pas de différence de nature. Et reconnaître la réalité de ces crimes serbes, et des crimes commis contre les Serbes, est indispensable. La vraie question, c'est est-ce que, dans la manière dont les gens ont été tués... Ah mince, ça ne marche plus. Si, voilà. Ah non, ça ne marche plus. Zut. Voilà. La manière dont les gens ont été tués à Srebrenica le 11 juillet, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? 2 points pour conclure, enfin, ou pour ouvrir la discussion. Premier point, dans cette utilisation du terme de génocide, bien sûr, il est revendiqué par les Bosniaques. Il est revendiqué également, et notamment par les autorités politiques et religieuses, pour 2 raisons. Pour les autorités politiques, dire « nous avons été victimes d'un génocide » est un atout politique énorme. Cela permet de se poser en victime et de dire « oui, peut-être que le pays ne fonctionne pas bien, mais ne nous demandez pas trop de compromis parce que nous sommes les victimes, et les victimes absolues, puisque nous avons été victimes d'un génocide ». Donc, dans les discours politiques bosniaques, cette insistance sur la notion de génocide est très importante et elle pourra bien sûr être à l'occasion manipulée d'une manière politicienne. D'un point de vue religieux, l'ancien Reis ulema de Bosnie-Herzégovine, Mustafa Ceric, insistait également beaucoup sur cette référence au génocide en parlant à propos de Srebrenica du génocide des musulmans d'Europe. À l'époque, le Reis parlait beaucoup d'un hypothétique islam européen en faisant référence à l'Espagne musulmane, à la Sicile musulmane et bien sûr aux populations musulmanes principalement issues de l'immigration qui vivent en Europe à travers tout le continent européen. Mais dans ce discours, il était très important de souligner la présence toujours aujourd'hui de musulmans autochtones d'Europe, en l'occurrence les Bosniaques, les Albanais et les autres populations musulmanes des Balkans, et de dire qu'en plus, ces musulmans autochtones des Balkans avaient un génocide, avaient dans leur palmarès, si je puis dire, un génocide, ce qui permettait de construire une logique discursive, une logique rhétorique très importante dans cette construction politique de l'idée d'un islam d'Europe. Pour terminer vraiment, et laisser de la place pour la discussion, j'ai envie juste de vous dire en 2 mots à quoi ressemble Srebrenica aujourd'hui. Cette ville, elle comptait donc 37 000 personnes avant la chute, avant le début de la guerre, pardon. En juillet 1995, la ville était vide. Tous les Bosniaques ont donc été expulsés et il n'y avait plus personne. La ville était une ville fantôme. Peu à peu, des Serbes, soit des Serbes originaires de Srebrenica qui étaient partis, soit des Serbes d'autres communes sont revenus vivre à Srebrenica, quelques milliers, pas beaucoup plus. Et puis à partir de 2000 et surtout 2001, les Bosniaques sont revenus de manière significative vivre à Srebrenica. Aujourd'hui, il y a 6 000 habitants dans la commune, ce qui est très peu par rapport aux 37 000 d'avant-guerre. Mais sur ces 6 000 habitants, vous avez à peu près pour moitié des Bosniaques et pour moitié des Serbes. C'est à peu près 50-50. Et le paradoxe de Srebrenica, c'est que les 2 communautés vivent plutôt bien ensemble. Alors, dans une ville qui est là toujours sinistrée, qui n'a pratiquement pas d'activité économique, mais les gens des 2 communautés se retrouvent dans la vie quotidienne, ils fréquentent, alors il y a des cafés plutôt bosniaques, plutôt serbes, mais enfin les gens se croisent, et ça se passe, ce qui n'est pas un petit paradoxe, a priori beaucoup mieux à Srebrenica que dans d'autres endroits de Bosnie-Herzégovine. Second point important, Srebrenica est la commune de Bosnie-Herzégovine qui a attiré le plus de donations internationales de toute la Bosnie-Herzégovine et probablement elle est recordman à l'échelle mondiale.
La moindre maison de Srebrenica a été reconstruite 12 fois, mais elle est toujours en ruine. Je m'explique, sa reconstruction a été payée 12 fois, et malheureusement, la maison est toujours en ruine. Srebrenica a été est toujours une impressionnante pompe à corruption, à blanchiment d'argent, à financement des partis politiques de Bosnie-Herzégovine. Le seul gouvernement hollandais a versé probablement au total plus d'1 milliard d'euros à Srebrenica. Alors pourquoi est-ce que la Hollande a mis autant d'argent? Encore une fois, pour racheter sa mauvaise conscience liée à la présence du bataillon hollandais. Mais la Hollande n'a pas été la seule à mettre beaucoup d'argent. La Turquie a mis beaucoup d'argent, les pays arabes ont mis beaucoup d'argent, tous les pays européens ont mis beaucoup d'argent, et cet argent a très largement, enfin disons, les résultats n'en sont pas vraiment visibles à Srebrenica, donc il est parti, je ne sais pas vers quelle poche. A priori, pour le coup, on peut être certain qu'il a été à peu près équitablement partagé entre politiciens bosniaques et politiciens serbes. Là, en l'occurrence, il n'y a jamais trop de problèmes pour trouver des accords de business. Donc Srebrenica est aussi, et ça c'est un point important sur lequel je vais vraiment conclure, parce que sinon je crois que Nora va me gronder, Srebrenica est aussi un point majeur de mauvaise conscience internationale. On a laissé faire cette guerre de Bosnie-Herzégovine qui a culminé et qui s'est de fait pratiquement achevé avec ce massacre tout à fait particulier qui présente de manière, je dirais, probable un caractère génocidaire. Il y a donc un point sur la mauvaise conscience, notamment de l'Union européenne, qui a été inactive face à cette guerre qui se déroulait à ses portes. Et c'est pour cela que dans beaucoup de contextes, on entend parler de la possibilité, est-ce que cette guerre ne va pas déboucher sur un nouveau Srebrenica? Pour l'instant, ce n'a pas été le cas, Dieu merci, en tout cas dans les conflits qui ont pu avoir lieu depuis en Europe. Je ne sais pas quel conflit nous réserve l'avenir. Je ne sais pas non plus comment l'enjeu de la mémoire de Srebrenica pourra être rediscuté en dehors des manipulations politiques actuelles par les citoyens des différentes communautés de Bosnie-Herzégovine. La seule chose qui me semble certaine, et je conclurai là-dessus, c'est qu'il y a vraiment un paradoxe. Aujourd'hui, Srebrenica en Bosnie est un enjeu qui clive, un enjeu qui sépare. Ce n'est pas une mémoire qui réunit, c'est plutôt une mémoire qui divise, alors que paradoxalement, les gens qui vivent à Srebrenica vivent plutôt mieux ensemble que la plupart des autres citoyens de Bosnie-Herzégovine. Voilà, je vais m'arrêter là.